poser. Tout d'abord à Caroline Galacteros. Je voudrais, si Eugène veut bien écouter. Eugène, tu fais trop de bruit. Merci. Je voudrais vous poser une question parce que connaissant un peu la diplomatie américaine, je voudrais savoir si vous dénotez dans l'attitude américaine aujourd'hui, dans les multiples acteurs de la politique américaine, un acteur qui a le dessus sur tous les autres. Première question. Je vais me tourner vers le général Richoux également pour lui demander, mais ça a été dit également par Monsieur Georges Surgelevec, c'est que qu'est-ce qu'il pense des guerres préemptives vis-à-vis des guerres d'agression? Parce que les guerres préemptives, qui n'a pas d'ailleurs été inventée, qui est aussi vieille que le monde, et puis enfin sur la solidité des alliances. Là, je vais citer Saint-Simon. Saint-Simon avait coutume de dire du comte de Savoie, il n'était pas mauvaise langue, Saint-Simon. Vous savez, ces comtes de Savoie qui sont devenus ensuite les rois d'Italie. Et donc, Saint-Simon avait coutume de dire que monsieur le comte de Savoie a pour habitude de terminer une guerre dans l'autre camp qu'il ne l'a commencée. Et donc, moi, je m'inquiète de la solidité des alliances, notamment pour monsieur Zelensky. Et je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, dans la bonne tradition américaine, ils le lâcheront. Je commence par répondre. Alors, selon moi, quand vous parlez des acteurs, vous pensez à des hommes? Vous pensez à des groupes d'intérêt? Non, je vais vous dire, la politique américaine, la politique étrangère américaine, c'est une politique intérieure, ça on le sait, elle est faite par le Dodge, le commerce, la justice, elle est faite par la CIA, elle est faite par le Pentagone et le département d'État, et en dernier, la Maison-Blanche. Et elle est transpartisane la plupart du temps. Voilà, ça dépend sur quoi. Et donc moi je pense que le Pentagone, dans cette affaire, est le leader. Tout à fait. Alors, moi je ne le crois pas pour l'instant. Malheureusement, je le déplore. Je pense que pour l'instant, ce sont les cercles néoconservateurs qui entourent le président, qui ont le lead, y compris contre les militaires qui, quand même, là-bas, sont assez réalistes et un peu plus réalistes que le volant politique qui est à l'œuvre, les Blinken, les Burns, les Sullivan, enfin tous ces gens. Et tous ces gens, ils sont dans une lutte pour leur survie politique et naturellement économique, et en tout cas pour leur pouvoir, parce que si jamais ça ne se passe pas comme ils l'ont expliqué à l'ensemble de la planète depuis un an, et si jamais ils venaient à devoir être défaits, si vous voulez, si le poteau rose se révèle du surclassement, malgré tout ce qu'on en a dit, je veux bien que vous parliez un tout petit peu moins fort parce que j'arrive pas à parler. Voilà, merci. Non, pas forcément, mais en tout cas, c'est dur. Donc, si jamais le poteau rose se révèle, eh bien, les néocons sont morts. C'est leur plan pour la planète qui est mort. C'est tout le narratif sur la lutte de l'Amérique contre la lutte systémique contre deux grands ennemis, la Russie et la Chine, etc., etc., etc. Parce qu'effectivement, je partage tout à fait l'avis du professeur Vujic. C'est la lutte pour l'Eurasie qui est en cause, c'est la lutte pour ce contrôle. Et effectivement, Mackinder doit se réveiller tout fringant et se dire « ça y est, c'est mon tour de nouveau ». Donc je pense que ça, pour l'instant, le Pentagone, et on l'a très bien vu récemment, avec le malheureux Sema Millet, qui, depuis 3-4 mois, faisait des grands ça se passe mal militairement, attention, la Russie, c'est quand même pas si simple, peut-être qu'elle n'est pas en train de s'équiper, comme disait un général de nos armées sur les plateaux, elle n'est pas en train de s'équiper chez Decathlon, elle est en train de se mettre en mode guerre, enfin bon, voilà, ah bah si, quand même, là on a eu droit à des excès absolument scandaleux et graves.
Ah non, pas vous, je ne parle pas de vous. Je parle d'un de vos camarades. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Enfin, tout le monde voit de qui je parle, je pense. Donc, le général Milley, depuis 3-4 mois, commençait à dire attention, l'Amérique a autre chose à faire. D'ailleurs, il y a la Chine, il y a l'Indo-Pacifique, il faudrait peut-être arrêter de continuer à fider l'animal ukrainien qui ne rend pas. Et d'ailleurs, en ce moment, ils mettent une pression folle pour que les Ukrainiens gagnent quelque chose. Parce que sinon, là, les néocons sont mal. Sont très très mal, ils ont perdu la face. Ils ne pourront plus continuer à nourrir le tonneau des Danaïdes. Donc pour l'instant, le Pentagone, à mon avis, n'a pas la main, puisque ce Milley, qui est le même homme, on l'a vu à Munich, raide comme la justice, manifestement s'étant fait remonter les bretelles, mais alors façon crochet, et il est en train de dire non, non, alors la Russie a perdu, enfin, des énormités. La Russie a perdu stratégiquement, la Russie a perdu opérativement, et la Russie a perdu tactiquement. Puis alors il a dit ça, puis alors voilà. Hein, pas d'explication, c'est clair, c'est net, c'est l'évangile. Voilà. Donc, trois énormités. Stratégiquement là, et géopolitiquement, je pense que là, on a quand même, un certain nombre d'entre nous, montré que le jeu n'était malheureusement pas si simple. Je le déplore pour l'Occident, mais c'est un fait. Il faut commencer par regarder les faits. Bon, et tactiquement et militairement, on se rend bien compte aussi que tous les mensonges qui ont été dits sur le rapport de force militaire sont en train de nous sauter juste à la figure. Voilà, l'Ukraine n'a plus de munitions, elle n'a plus d'hommes, les Américains cherchent et achètent à prix d'or partout sur la planète des munitions. Ils essaient de remettre le système militaro-industriel américain un peu au rythme pour pouvoir essayer comment dirais-je, d'enjamber les quelques mois là qui arrivent. 11e mobilisation en Ukraine. Voilà. On les attrape dans la rue pour les mobiliser. Enfin, je veux dire, c'est juste terrifiant. Là. Les gamins de 15 ans, de 14 ans, enfin, je sais pas si vous avez vu ça, quand même, général. Alors, on va pas faire la guerre ce soir. Voilà. Absolument pas la même vision. C'est normal parce qu'on sait d'où viennent vos renseignements. Alors moi je dis que ça a été une guerre longue. On sait. Alors vous savez, Tout le monde sait. elle va très mal. Elle va très mal. N'exagérons rien. Elle va très mal. On peut souhaiter qu'elle aille mieux et la vaillance des soldats ukrainiens n'est pas en cause. C'est le rapport de force militaire. C'est-à-dire que pour pouvoir se mettre au niveau russe et pour pouvoir l'emporter derrière, c'est impossible. L'armée russe C'est est pour ça. en aussi mauvaise posture. C'est pour ça que les fronts sont stabilisés. C'est pour ça Non. que les fronts... Mais non, mais non. Alors écoutez, Mais on non. se donne rendez-vous dans un an. Ah Voilà, oui, moi je vous donne volontiers. rendez-vous dans un an. Volontiers. Moi je vous donne et je vous dis c'est une guerre longue. Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis c'est une guerre longue. Et c'est plus facile pour Mais les Russes. c'est une guerre longue pour la parce qu'on simple le raison veut. que eux ils sont en défensive, ils s'assoivent sur leur gain et voilà, c'est Mais plus facile. c'est une Mais quand vous question- dites que l'armée ukrainienne est en train de se désagréger, Ah oui. c'est une contre-vérité absolue. Ah bah écoutez, alors moi, c'est une il y a quand même contre-vérité un certain absolue. Je vous nombre le de dis. grands analystes Américains américains et britanniques que vous feriez bien d'écouter. Écoutez, on se donne rendez-vous dans un an. Parler anglais, c'est facile. De faire juste une petite observation et une question qui s'adresse un peu à tous les intervenants. Ce qui me paraît très révélateur de l'état d'esprit occidental, c'est une expression qu'on entend quasiment tous les jours sur les médias français, qui est celle de la communauté internationale. Alors moi, la communauté, oui, non seulement je ne sais pas ce que c'est, je ne crois pas que ça ait jamais existé sur le plan historique, chaque pays défendant ses intérêts en principe, et d'autre part, c'est parfaitement révélateur de l'état d'esprit, parce que ça signifie que 40 pays sur 200 considèrent que le monde leur est acquis. C'est quand même limite psychiatrique, quoi. Et puis mes questions, c'est sur le coût de la guerre. On a beaucoup parlé, enfin vous avez beaucoup parlé des risques énergétiques qui sont plus que patents, surtout pour l'Europe, mais également du déséquilibre, ça c'est ma question, entre le coût pour les États-Unis, je parle de l'aspect économique, puisque j'ai vérifié aujourd'hui les derniers chiffres publiés, enfin ce qu'ils dépensent, même si Biden annonce chaque jour des milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Oui, en plus il y a des prêts. Oui, je sais. Mais en plus, si on compare avec ce qu'ils ont dépensé en 20 ans pour leur guerre en Afghanistan,
qui a en plus fait beaucoup de morts chez eux, l'Ukraine à côté, c'est peanuts. Alors si on rajoute encore l'explosion des exportations de gaz de schiste, etc., c'est une guerre qui, sur le plan économique, est une super affaire pour les États-Unis. En revanche, pour les Européens, oui, mais ça on ne le dit pas dans les médias français, c'est ça le problème. Oui, oui, mais oui. En revanche, d'où l'intérêt à la prolonger au maximum. Mais pour l'instant, ils ne dépensent pas $1 en réalité. Oui, mais enfin, en réalité, ils ne dépensent pas $1 et ils ne sacrifient pas un soldat américain. C'est les Ukrainiens, les Russes qui meurent. Bon, et les brigades internationales. Bon. Donc, alors que si on prend l'exemple de l'Europe, qui, contrairement à ce qu'on nous martèle, entre autres sur le nucléaire français, qui est une garantie d'indépendance, vu qu'on n'a pas d'uranium en France, on n'est pas plus indépendant avec le nucléaire qu'avec le pétrole. Mais le coût pour chacun en France est quand même très important. Tout le monde le sent en faisant ses courses, et l'avenir est plus qu'incertain, et ce n'est pas les quelques rustines de primes à droite à gauche qui vont changer quoi que ce soit. Alors moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'opinion publique française est amorphe. Parce qu'on s'attendrait à avoir des manifestations dans les rues, à avoir des interventions du Parlement, au moins un débat parlementaire sur l'opportunité d'être co-belligérant dans cette guerre ou pas. On n'a rien du tout, à part les réseaux sociaux. Bon, on n'a rien du tout. Et en plus, on ne nous propose rien, puisque Macron, il est aligné sur les positions américaines. Donc moi, je ne comprends pas ça. Je sais bien que les médias grand public en France appartiennent tous à part un, les médias d'information générale, à 5 oligarques, donc la liberté de l'information et de masse est quand même limitée, mais je suis sidérée par l'apathie des opinions publiques, et en particulier européennes, et en particulier en France. Alors comment l'expliquez-vous ? Alors, moi, une explication. Et si la majorité des opinions publiques occidentales et si la majorité des opinions occidentales soutenaient, et c'est la raison pour laquelle il y a une apathie. Parce que quand vous expliquez qu'il y a une apathie, ça veut dire qu'ils sont contre, mais ils ne font rien. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité, enfin, apparemment, je veux dire, il n'y a pas une grande, il n'y a pas énormément de gens qui manifestent contre la guerre. Elle est admise comme étant une guerre juste. Ils ne manifestent pas pour non plus. Oui, c'est le discours du bien qui est omniprésent sur la plupart des médias, qui rend. Mais on n'a pas de soutien massif non plus. Les gens manifestent contre la vie chère, toutes ces choses. Non mais vous parlez. Non, il y a eu des manifestations en Allemagne. Il n'y en a pas en France. Non mais madame, vous parlez du coût économique de la guerre pour la France. Donc restons que sur le cas français. Sur le cas français. Oui. Si on analyse bien l'économie française, la mauvaise situation de l'économie française, ce que représente la guerre, c'est peu de choses. Parce qu'en réalité, la France, c'est un pays qui a un déficit colossal du commerce extérieur depuis des années, qui a un surendettement depuis des années, qui a cassé son industrie, qui est en train de casser son agriculture, et tout ça, c'est pas à cause de la guerre. Donc c'est assez normal, non mais c'est assez normal que les Français aujourd'hui ne ressentent pas la guerre comme cause principale des difficultés économiques de la France. C'est pas à cause de la guerre si on a ce marché de l'énergie européen dont l'Espagne a su sortir et la France ne veut pas s'en sortir. C'est pas de la faute, c'est pas de la faute de la guerre. Si quand vous... Non mais laissez-moi terminer cet exemple qui est pas quand même peut-être un détail, mais sans les détails qui tuent. C'est pas à cause de cette guerre si quand vous lisez les déclarations du groupe écologie de la ville de Strasbourg depuis des années, ils demandent la fermeture de Fessenheim. C'est pas à cause de la guerre, si nos gouvernements ont fermé Fessenheim qui marchait, ont demandé la fin du nucléaire, enfin la diminution drastique du nucléaire en France. Donc toutes ces décisions économiques absurdes de toutes ces 20 dernières années, ce n'est pas à cause de la guerre. La guerre représente peu dans la détérioration de l'économie française par rapport à toutes ces causes. Donc je crois que les Français, ils sont logiques avec eux-mêmes.